Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il y a une langue naturelle que nous parlons ou que nous écrivons dans la vie. Et à côté de cette langue-là, existent des langages formalisés, dont le langage du calcul mathématique serait l'exemple de l'expression la plus pure. C'était ce que rappelait Roman Jakobson dans l'émission qui va suivre, 12e volet de la série que lui consacraient Rosine et Robert Georgin au croisement des années 1977 et 78. Ayant exposé la différence radicale de nature, séparant un langage formalisé du langage naturel, le linguiste exposait pourquoi c'était du langage naturel dont dépendait toute création, quel qu'en soit le domaine, y compris le domaine scientifique. À une époque où des recherches linguistiques cherchaient à faire l'impasse sur la sémantique en général, sur la signification en général, et que des ordinateurs certains avaient espéré la langue idéale, comme on va l'entendre exprimé par Roland Barthes dans ce 12e numéro de la série, Jakobson représentait dans la linguistique la résistance à la tentation formaliste ou à la tentation mécaniciste. Un 12e numéro où étaient lus des extraits de Nadja et au cours duquel Robert Georgin se penchait sur la liaison non élucidée entre langue naturelle, créativité, rêve et folie. En rappelant qu'à la différence de la langue naturelle, la langue mathématique excluait le sujet, qu'elle ne disait jamais « je » et que se tenait dans cette différence fondamentale une part essentielle de ce que nous disait Jakobson. Hommage à Roman Jakobson, 12e d'une série en 14 émissions, Langue, folie et créativité, diffusée la première fois le 14 janvier 1978 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, 12e émission, Langue, folie et créativité, avec des déclarations de Roman Jakobson, Roland Barthes, Michel Jouvet, Henri Laborie, Robert Georgin, et des textes d'André Breton. Une émission de Robert et Rosine Georgin. Dans les langues formalisées, chaque unité a la même signification indépendamment du contexte où elle apparaît. Par exemple, dans les mathématiques. Tandis que dans les langages naturels, le contexte modifie les significations. Et alors, puisqu'on crée des nouveaux contextes, on crée des nouvelles significations, et ça, c'est le phénomène le plus créateur dans la vie de notre langage. C'est le fait dynamique, c'est le fait créateur du langage, très important, non seulement pour le développement du langage, mais pour le développement de la pensée. Roman Jakobson pose ici le problème clé qui a dominé l'histoire de la philosophie aux environs des années 40. Les néopositivistes pensaient qu'un langage artificiel, éliminant l'indécision des langues naturelles, serait scientifiquement plus fécond. Ils crurent un moment que les ordinateurs allaient engendrer la langue de leurs espoirs. Mais ils durent vite déchanter. L'ordinateur n'invente rien. Il ne peut que reproduire le programme qu'il a engrammé. La seule langue inventive reste la langue naturelle. Mais dès que la machine n'est plus la solution miracle, il faut en tirer toutes les conséquences et accepter notamment la liaison non encore élucidée entre langue naturelle, créativité, rêve et folie. On est venu, il y a quelques mois, m'apprendre que Nadja était folle. À la suite d'excentricités auxquelles elle s'était, paraît-il, livrée dans les couloirs de son hôtel, elle avait dû être internée à l'asile de Vaucluse. Pour Nadja, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une extrême différence entre l'intérieur d'un asile et l'extérieur. Il doit, hélas, y avoir tout de même une différence. à cause du bruit agaçant d'une clé qu'on tourne dans une serrure,
de la misérable vue de jardin, de l'aplomb des gens qui vous interrogent quand vous n'en voudriez pas pour cirer vos chaussures, comme le professeur Claude à Sainte-Anne, avec ce front ignare et cet air buté qui le caractérise. On vous veut du mal, n'est-ce pas? Non, monsieur. Il ment. La semaine dernière, il m'a dit qu'on lui voulait du mal. Ou encore, vous entendez des voix? Eh bien, est-ce que ce sont des voix comme la mienne? Non, monsieur. Bon, il a des hallucinations auditives. Le rêve est cette partie du sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal, parce qu'il révèle à l'électroencéphalogramme une activité cérébrale plus intense qu'à l'état de veille. Tous les écrivains pressentent qu'il y a là un rapport entre le rêve et l'activité créatrice. Robert Georgin. Eh bien, il y a d'abord cette constatation très étonnante. Nous passons en moyenne un quart de notre temps de sommeil à rêver. Et l'électroencéphalogramme révèle durant le rêve une activité cérébrale beaucoup plus intense apparemment qu'à l'état de veille. Nous savons aussi que le rêve est inné et le sommeil appris. Le nouveau-né ne fait que rêver. C'est plus tard seulement qu'apparaît le sommeil qu'on appelle profond parce qu'il est sans rêve. Tous les animaux rêvent à partir de l'oiseau. Mais les mammifères supérieurs, les félins et les primates notamment, rêvent infiniment plus que les herbivores. Et nous savons aussi que le fœtus rêve dans le ventre maternel, l'électroencéphalogramme le révèle. Alors bien entendu, une question se pose, à laquelle personne n'a pu répondre avec certitude jusqu'ici: à quoi sert le rêve? Car il serait assez curieux qu'une activité si généralisée n'ait aucune utilité dans quelque domaine que ce soit. La psychanalyse répond: le rêve est réalisation de désirs inconscients, il est aussi réparation des frustrations vécues à l'état de veille. Cette réponse est un peu séduisante, mais, répondent les hommes de science expérimentale, elle n'a reçu aucune vérification jusqu'ici. Si nous ne pouvons pas dire à quoi sert le rêve, nous pouvons au moins dire ce que rêvent certains animaux. Le chat, par exemple, est plus grand rêveur que l'homme. Et en laboratoire, on est parvenu à détruire les neurones cérébraux qui l'empêchent de bouger durant le sommeil. Le chat, ainsi traité ou torturé comme on voudra, s'est donc mis à vivre ses rêves et à les agir. Et on l'a vu prendre la position du guet, jouer avec une proie, se défendre contre un agresseur, etc., etc. Si donc le rêve simule chez le chat des situations si complexes, il doit mettre en jeu des mécanismes encore plus sophistiqués chez l'homme. Mais lesquels? Ce qui est sûr, c'est que l'artiste en tout cas est persuadé de la parenté qui existe entre l'activité artistique et le rêve. Pour le poète, à la limite, écrire et rêver, c'est la même chose. Le poète traduit ses rêves en signes d'écriture, en quoi il n'est pas loin de Lacan, qui affirme la parenté entre le rêve et le langage. Le rêve, selon Lacan, est une sorte de langage. Donc le poète affirme la parenté entre le rêve et l'imagination créatrice. Mais il semble qu'il y ait aussi parenté entre le rêve et la folie. Tout se passe comme si la folie était un dérèglement du rêve. La soupape de sécurité qui immobilisait le rêveur cesse de fonctionner, les rêves deviennent des objets réels qui font irruption dans la vie quotidienne. À la limite, on pourrait affirmer que la pharmacopée moderne normalise le fou en l'empêchant de rêver. Mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la folie. Certains peuples enferment les fous, d'autres en font leur prophète ou leur médecin. Le plus sûr moyen de fabriquer un fou, nous dit André Breton, c'est encore de le mettre à l'asile. Ne faut jamais avoir pénétré dans un asile pour ne pas savoir qu'on y fait les fous.
tout comme dans les maisons de correction on fait les bandits. N'est-il rien de plus odieux que ces appareils dits de conservation sociale, qui pour une peccadille, un premier manquement extérieur à la bienséance ou au sens commun, précipite un sujet quelconque parmi d'autres sujets dont le côtoiement ne peut lui être que néfaste, et surtout le prive systématiquement de relations avec tous ceux dont le sens moral ou pratique est mieux assis que le sien. L'atmosphère des asiles est telle qu'elle ne peut manquer d'exercer l'influence la plus débilitante, la plus pernicieuse sur ceux qu'ils abritent. Et cela, dans le sens même où leur débilitation initiale les a conduits. Ceci compliqué encore du fait que toute réclamation, toute protestation, tout mouvement d'intolérance n'aboutit qu'à vous faire taxer d'insociabilité. Car si paradoxal que ce soit, on vous demande encore dans ce domaine d'être sociable. Henri Laborie pose une affirmation singulière. Selon lui, le rêve ne se produit pas seulement durant le sommeil. Ce que j'ai appelé le cortex imaginant fonctionne parce qu'il y a eu mémoire. Si vous n'avez rien mémorisé, vous ne pouvez rien imaginer. L'enfant qui vient de naître ne peut rien imaginer puisqu'il n'a pas engrammé dans son système nerveux d'expériences antérieures qu'il pourra mélanger, structurer différemment. C'est ça l'imaginaire. Et je sais qu'alors il y a un certain nombre de chercheurs qui actuellement considèrent que le sommeil paradoxal n'est pas limité au sommeil, que la phase paradoxale est une phase qu'on trouve à l'état d'éveil aussi, et que cette phase correspondrait effectivement au fonctionnement du cortex orbitofrontal, c'est-à-dire à la sortie des automatismes. Quand un geste est automatique, quand une pensée est automatique, elle est apprise, elle est engrammée, elle se répète, mais elle ne met pas en jeu le cortex. Pour mettre en jeu le cortex, il faut effectivement utiliser son expérience antérieure pour créer quelque chose de neuf. Et il est possible que l'on puisse, puisque dans le rêve, il y a cette création imaginative, que l'on puisse dire que le cortex orbitofrontal est mis en jeu dans la création imaginaire. Toute création est imaginaire, c'est-à-dire dans l'information nouvelle créée par un cerveau, aussi bien dans le rêve que dans la réalité. La seule différence, c'est que dans la réalité, en général, votre hypothèse de travail qui résulte de ce travail imaginaire a besoin d'être confirmée par l'expérience, tandis que dans le rêve, vous n'en avez pas besoin. C'est un peu comme dans l'art. Michel Jouvet est le neurophysiologiste qui a le plus étudié le rêve chez les chats. L'imagination créatrice chez l'animal, c'est un projet. C'est le projet de bâtir un nid chez un oiseau. C'est le projet de savoir chasser à la guet pour le chat. C'est le projet de la chasse à courre pour le chien. Si tout cela est programmé génétiquement pendant le rêve, en effet, il y a un rapport très étroit entre ce qui se passe pendant le rêve et l'imagination créatrice. Maintenant, chez l'homme, est-ce qu'on peut croire à ces possibles histoires qui sont peut-être un peu apocryphes de gens, de savants qui ont vu en rêve la solution de problèmes qui les tracassaient depuis très longtemps à l'état de veille? On cite l'histoire bien connue de Kekulé qui a trouvé la formule hexagonale du carbone en rêve en voyant un serpent se mordre la queue. On cite également certaines expériences importantes de physiologie des transmetteurs, au cours duquel Lévy a eu l'idée d'étudier la libération de l'acétylcholine en stimulant le vague au niveau du cœur de la grenouille. Mais peut-être l'instinct de curiosité, une fantastique motivation à être curieux est probablement programmée génétiquement et jouée à ce moment-là au cours du rêve. La mini-cassette qui insère en soi le programme de votre personnalité et peut être joué chaque nuit au cours de votre sommeil. Et si dans cette mini-cassette se trouvent les gènes d'une motivation, de la curiosité extraordinaire, peut-être elle met en jeu des circuits qui peuvent vous amener à découvrir certaines choses. Il n'y a plus, au sens où l'on a coutume de l'entendre, d'internement arbitraire. Soit, puisqu'un acte anormal
prêtant à constatation objective et prenant en caractère délictueux dès qu'il est commis sur la voie publique, est à l'origine de cette détention 1000 fois plus effroyable que les autres. Mais selon moi, tous les internements sont arbitraires. Je continue à ne pas voir pourquoi on priverait un être humain de liberté. Ils ont enfermé Sade, ils ont enfermé Nietzsche, ils ont enfermé Baudelaire. Le procédé qui consiste à venir vous surprendre la nuit, à vous passer la camisole de force, ou de toute autre manière à vous maîtriser, vaut celui de la police, qui consiste à vous glisser un revolver dans la poche. Je sais que si j'étais fou, et depuis quelques jours interné, je profiterais d'une rémission que me laisserait mon délire pour assassiner avec froideur un de ceux, le médecin de préférence, qui me tomberait sous la main. J'y gagnerais au moins de prendre place, comme les agités, dans un compartiment seul. On me ficherait peut-être la paix. Il faut en revenir à des constatations élémentaires. Le langage spécifie l'homme, mais la folie aussi, comme l'imagination créatrice. Et le langage est le commun dénominateur de la folie comme de la création. Pas le langage mathématique qui ne formulera jamais que des équations rigoureuses et immuables, mais la langue naturelle que nous parlons, qui a ce privilège singulier de se contredire, d'engendrer l'équivoque, de ne pas signifier la même chose pour celui qui parle et pour celui qui écoute. C'est ce privilège qui, selon Jacobson, rend la langue naturelle apte à la création, contrairement au langage logique des mathématiques. Je dirais que la langue naturelle, comme elle est nommée par les logiciens, notre langue quotidienne, la langue de chaque jour, la langue habituelle, n'est pas la seule langue. Nous avons aussi plusieurs superstructures qui sont les langues formalisées ou semi-formalisées. Et donc, le calcul mathématique est l'expression probablement la plus pure. Eh bien, est-ce que le linguiste doit s'occuper des langues ou non? Cela va sans dire que oui. Avant tout, il faut se rappeler que toutes ces langues formalisées sont des superstructures. Parce que chacune de ces structures non seulement présuppose l'existence du langage naturel, mais présuppose aussi la possibilité d'être traduite en langage naturel. Et je suis complètement d'accord, même pour les mathématiques, de ce qu'a dit Borel et ce qui a été répété tant de fois, répété par Niels Bohr, répété par divers mathématiciens, c'est que les mathématiques demandent le contrôle de la langue naturelle, qu'ils présupposent nécessairement la possibilité d'être traduit en langue naturelle. Maintenant, cette question du rapport entre toutes ces langues formalisées et la langue naturelle demande une coopération entre les linguistes et les logiciens, mais à certaines conditions. Les logiciens ne doivent pas, comme ils le font souvent, considérer notre langue naturelle comme une langue de second ordre, comme une langue qui est ambiguë, etc., etc. Nous devons leur répondre, nous, linguistes, que si c'est un caneton, c'est le lait caneton du comte d'Andersen, parce qu'il a d'autres fonctions. On a introduit une notion très importante, la distinction entre les langues qu'on appelle en anglais context free et context sensible. Libre par rapport au contexte et sensible par rapport au contexte.
Cela veut dire indépendant du contexte, préservant toujours l'identité de la signification ou au contraire créant une grande différence entre la signification générale d'une unité et les diverses significations contextuelles. Eh bien, quelle est l'importance de ce langage dépendant du contexte? C'est le langage qui admet la métaphore et la métonymie. C'est le langage figuratif. Et sans langage figuratif, il n'existe pas de création. Non seulement il n'existe pas de création poétique, mais il n'existe pas de possibilité d'une attitude dynamique envers notre langue, de la parole dynamique, de la parole qui nous permet de traiter des situations tout à fait neuves. Mais j'ajouterai à cela que c'est la langue naturelle, c'est la langue qui admet les métaphores et les métonymies, qui est la précondition nécessaire des découvertes scientifiques. Que sans cette langue, on ne peut pas aller des nouvelles voies. C'est le moteur de l'imagination. Et, à côté de ça, il faut se rappeler que nous vivons non seulement dans le domaine purement et strictement intellectuel et cognitif. Oui, pour formuler les idées scientifiques acquises, on a besoin des formules. Mais on a à côté de cela une quantité de phénomènes de notre vie qui demandent une certaine mythologie verbale. Et c'est très curieux que dans la linguistique récente, il y a eu, surtout en Amérique, un courant qui voulait exclure de l'étude la sémantique en général, la signification en général. Eh bien, c'était clair qu'à la fin de fin, cela amènera la réduction ad absurdum. Et ça a amené. Mais je ne veux pas du tout blâmer cette orientation. Comme expérience, c'est très intéressant, c'est très important. Je dirais que c'est très important pour un biologiste de couper la tête au poulet et de voir quel mouvement le poulet peut faire sans tête. Ce serait dangereux si le biologiste en tirait la conclusion que le poulet sans tête est le poulet idéal. Nadja était pauvre. Ce qui, au temps où nous vivons, suffit à passer condamnation sur elle, dès qu'elle s'avise de ne pas être tout à fait en règle avec le code imbécile du bon sens et des bonnes mœurs. Elle était seule aussi. C'est par moments terrible d'être seule à ce point. Je n'ai que vous pour ami, disait-elle à ma femme au téléphone la dernière fois. Elle était forte, enfin, et très faible, comme on peut l'être de cette idée qui toujours avait été la sienne, mais dans laquelle je ne l'avais que trop entretenue, à laquelle je ne l'avais que trop aidé à donner le pas sur les autres, à savoir que la liberté, acquise ici-bas au prix de 1000 et des plus difficiles renoncements, demande à ce qu'on jouisse d'elle sans restriction dans le temps où elle est donnée, sans considération pragmatique d'aucune sorte. Et cela parce que l'émancipation humaine, conçue en définitive sous sa forme révolutionnaire la plus simple, qui n'en est pas moins l'émancipation humaine à tous égards, entendons-nous bien, selon les moyens dont chacun dispose, demeure la seule cause qu'il soit digne de servir. Nadja était faite pour la servir.
ne fût-ce qu'en démontrant qu'il doit se fomenter autour de chaque être un complot très particulier, qui n'existe pas seulement dans son imagination, dont il conviendrait, au simple point de vue de la connaissance, de tenir compte, et aussi, mais beaucoup plus dangereusement, en passant la tête, puis un bras, entre les barreaux ainsi écartés de la logique, c'est-à-dire de la plus haïssable des prisons. Robert Georgin. La différence radicale entre la langue mathématique et la langue naturelle, c'est que la langue mathématique exclut le sujet. Elle ne dit jamais « je ». Or, on remarquera que tout discours tyrannique tend à exclure le « je » du sujet, au bénéfice d'un discours universel qui prétend dire le vrai sur tout, qu'il s'agisse du discours de la science, du discours politique. Ce discours excluant le « je » exclut par là même la part de vérité personnelle irréductible que chacun porte en soi. La vérité de Nadja n'est pas réductible à la mienne, ni à celle de celui qui m'entend. La vérité de Nadja est véhiculée par la langue qu'elle parle, sa langue maternelle, cette langue duplice qui charrie à la fois le vrai et le faux, sans qu'on sache lequel des deux est le lapsus. Empêcher Nadja de s'exprimer, par le biais de la logique mathématique, ou par le biais du discours psychiatrique, ou du sens prétendu commun, eh bien c'est la rendre folle, c'est la rendre incapable de créer. Et c'est ce que nous fait comprendre Jacobson. Il n'y a pas de folie collective, non plus que de créativité collective, il n'y a de créativité qu'individuelle, et s'exprimant à travers l'équivoque du « je », la créativité presque toujours est déviante, comme la langue elle-même, dont on pourrait dire que la déviance et la duplicité la caractérisent. Même si cela ne fait pas honneur à mon discernement, j'avoue qu'il ne me paraissait pas exorbitant, entre autres choses, qu'il arriva à Nadja de me communiquer un papier signé Henri Beck, dans lequel celui-ci lui donnait des conseils. Si ces conseils m'étaient défavorables, je me bornais à répondre « Il est impossible que Beck, qui était un homme intelligent, t'ait dit cela. » Mais je comprenais fort bien, puisqu'elle était attirée par le buste de Beck, place Villiers, et qu'elle aimait l'expression de son visage, qu'elle tint et qu'elle parvint sur certains sujets à avoir son avis. Il n'y a là, à tout le moins, rien de plus déraisonnable que d'interroger sur ce qu'on doit faire un saint ou une divinité quelconque. La parole est à Roland Barthes. Jacobson représente dans la linguistique la résistance à la tentation formaliste ou à la tentation mécaniciste. Et par conséquent, il met la créativité, lui, dans les interstices, en quelque sorte, de la forme. La créativité passe par la forme, mais plutôt dans ces interstices. Les lettres de Nadja que je lisais de l'œil dont je lis toutes sortes de textes poétiques ne pouvaient non plus présenter pour moi rien d'alarmant. Je n'ajouterai pour ma défense que quelques mots. L'absence bien connue de frontière entre la non-folie et la folie ne me dispose pas à accorder une valeur différente aux perceptions et aux idées qui sont le fait de l'une ou de l'autre. Il est des sophismes infiniment plus significatifs et plus lourds de portée que les vérités les moins contestables. Les révoquer en tant que sophisme est à la fois dépourvu de grandeur et d'intérêt. Si sophisme c'était, du moins c'est à eux que je dois d'avoir pu me jeter à moi-même, à celui qui du plus loin vient à la rencontre de moi-même, le cri toujours pathétique de « qui vive ». Qui vive. Est-ce vous, Nadja? Est-il vrai que l'au-delà, tout l'au-delà, soit dans cette vie?
Je ne vous entends pas. Qui vive? Est-ce moi seul? Est-ce moi-même? La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Romane Jacobson, 12e émission, Langue, folie et créativité, avec des déclarations de Romane Jacobson, Roland Barthes, Michel Jouvet, Henri Laborie et Robert Georgin. Les textes d'André Breton étaient lus par Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Paul Cougiac et André Tonnet. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. C'était la 12e d'un hommage à Romane Jacobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 14 janvier 1978. À suivre, téléchargement et réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.